et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session donc en français sur le thème « L'Europe aura-t-elle les moyens financiers de ses ambitions écologiques ?» Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste aux Échos et heureux d'animer ce débat essentiel 2 jours après des élections qui ont confirmé cette ambition écologique de l'Europe. Non parce que les écologistes ont perdu une vingtaine de sièges au Parlement européen, mais parce que les 3 partis qui avaient porté cet engagement restent majoritaires au Parlement. L'ambition reste donc là. L'Europe doit devenir le premier continent neutre en carbone. Et pour y arriver, nous savons qu'il faudra dépenser énormément d'argent. Dans leur rapport centré sur la France, Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry avaient évalué l'effort supplémentaire à faire entre 60 et 70 milliards d'euros par an. Et ça sera évidemment beaucoup plus à l'échelle européenne, avec un défi majeur qui, moi, me tient beaucoup, m'impressionne beaucoup. C'est que dans le passé, toutes les vagues d'investissements qui ont été financées ont financé servaient à financer des révolutions industrielles et donc elles engendraient des gains de productivité. Et ces gains de productivité permettaient de rembourser des emprunts. Cette fois-ci, nous sommes dans une situation très différente. Nous avons un remplacement de toute une machine productive à faire et non un accroissement. Nous n'aurons pas de profitabilité accrue, du moins pas dans le cadre comptable actuel, même si ce cadre comptable va évoluer. Et ce qui ressemble plus à ça, c'est une économie de guerre et non une économie de révolution industrielle. Et ça rend, selon moi, le défi financier d'autant plus grand. Pour discuter de cette question, nous avons un panel de haut vol qui va nous expliquer donc comment relever ce défi. Et je vais commencer tout de suite avec Agnès Benassi-Kéré. Agnès est sous-gouverneure de la Banque de France, mais auparavant, Agnès, tu as été économiste, notamment économiste en chef du Trésor. Et c'est sous cette casquette que je vais commencer par t'interroger en demandant tout simplement, voilà, le sujet c'est comment financer la transition écologique de l'Europe et bien combien faut-il d'argent? Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Mon rôle, c'est peut-être de donner des ordres de grandeur. Je vais repartir de ce qu'a dit le gouverneur il y a un instant. Dans l'ordre de grandeur de besoin d'investissement supplémentaires par année à l'horizon 2030, sur la trajectoire net zéro à l'horizon 2050, c'est environ 2,5-3% du PIB. Ce chiffre, c'est net du désinvestissement dans le brun. Si vous changez vos fenêtres pour mettre des fenêtres mieux isolantes, vous ne les changez pas en même temps pour mettre des fenêtres standards. Donc, il n'y a pas de double compte dans ce calcul. Donc, c'est un montant très important. Alors, ça représente au niveau UE environ 425 milliards d'euros par an, euros de 2024. Alors, il a aussi mentionné que dans l'Union européenne, il y a un excédent d'épargne sur l'investissement. Donc, si on fait la somme de l'excédent d'épargne privée et du besoin d'épargne, du besoin de financement public, on a encore un excédent d'épargne de l'ordre de 1,8% du PIB. Donc, il a dit, c'est une part significative de ce dont nous avons besoin. C'est pas tout à fait le montant, on pourra y revenir, mais c'est une part significative. Donc, par rapport à d'autres zones dans le monde, nous avons un avantage qui est que nous avons en interne une puissance de financement significative. Alors, après, la question, c'est le partage public-privé. Et face aux contraintes budgétaires qui sont importante, la part de l'investissement privé doit être elle-même importante. Donc, des calculs ont été faits à partir des plans énergétiques et environnementaux nationaux. Dans l'Union européenne, comment se fait cette répartition? Et on voit qu'il y a une énorme dispersion. Ça va des Pays-Bas, où c'est presque tout privé, dans leur programme de transition. L'Allemagne n'est pas loin des Pays-Bas, de ce point de vue-là, c'est 80% privé. À l'autre bout, on a la Pologne, où c'est 70% public. Et la France est un peu entre les deux, moitié-moitié. Bon, la France est souvent médiane sur plein de sujets. Peut-être pas sur la dette aujourd'hui, mais sur plein de sujets. Alors,
Après, quand on se concentre sur le secteur public, donc si on dit l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1% du PIB qu'il faudrait trouver en termes de financement public. Comment est-ce qu'on finance cela ? Le problème, ça a été bien mis en valeur en évidence par un rapport récent du Trésor sur le sujet. Il faut bien avoir en tête qu'on va avoir une érosion de la base fiscale fossile. Si les gens conduisent moins de voitures thermiques, eh bien, ils paieront moins d'impôts liés à leur plein d'essence. Et ça représente à l'horizon 2030 moins un demi-point de PIB de recettes fiscales. Alors, si on fait le calcul d'une taxe carbone qui devrait accompagner même la transition, même faire la transition, on pourrait dire, si on n'a pas déjà recyclé ces recettes, ce qui est une hypothèse forte, eh bien, ça peut compenser cette perte d'assiette fiscale fossile. Mais ça suppose, encore une fois, de ne pas les avoir déjà recyclés pour indemniser les perdants. Et par ailleurs, et c'est là que les modèles macroéconomiques sont très utiles et les simulations, c'est que selon la manière dont est faite la transition, selon l'utilisation des différents instruments, eh bien, on pourrait avoir un impact sur le PIB qui est légèrement positif, mais le consensus est plutôt légèrement négatif. Et donc, si le PIB baisse un peu, toutes les assiettes fiscales baissent un peu. Et donc, on a ça en plus à financer. Parce que les besoins d'investissement, eux, ils restent tels qu'ils existent. Donc, ça suppose des arbitrages entre les dépenses. Ça suppose aussi un partage entre le niveau national et européen. Peut-être on y reviendra dans un second temps. Voilà ce que j'avais à dire d'entrée de jeu. Merci de ce décor. Donc plus de 400 milliards d'euros par an, sachant que l'Europe a un excédent courant, donc qu'elle peut récupérer une partie de cet argent, mais ça suppose qu'elle arrive à l'orienter aux bons endroits. On va continuer tout de suite avec Jean-Pierre Clamadieu. Jean-Pierre, vous êtes président du conseil d'administration d'Engie, donc producteur d'énergie, engagé pleinement dans la transition. Et donc, on a vu un point de vue macro, on va voir avec vous un point de vue micro. C'est, je dirais, presque la même question. Combien est-ce qu'il vous faut, vous, dans les années à venir, sachant que vous avez évidemment un plan stratégique dans lequel vous avez réfléchi beaucoup à cette question? Merci beaucoup. Alors effectivement, on passe du très macro au micro, encore que s'agissant d'Engie, les chiffres sont importants. Le groupe s'est engagé résolument depuis 4 ou 5 ans dans la transition énergétique en faisant un certain nombre d'opérations qui ont permis, en particulier de cessions, qui ont permis de libérer des ressources pour cela. Aujourd'hui, nous sommes sur un rythme d'investissement d'environ 7 milliards d'euros par an sur des actifs liés à la transition énergétique. Le taux d'alignement de nos investissements de croissance avec la taxonomie européenne est de 83% aujourd'hui, donc on est vraiment engagé dans cette voie, avec 3 champs d'intervention: la production d'électricité renouvelable, les infrastructures de transport et de distribution, et puis la production de gaz vert, aujourd'hui essentiellement du biogaz, et demain, nous l'espérons, de l'hydrogène. Et comme on investit toujours avec des partenaires, c'est chaque année une dizaine de milliards d'euros d'investissements physiques que nous réalisons, donc des montants très importants. La question essentielle pour nous, ça fait écho à quelques commentaires du gouverneur, c'est où est-ce qu'on fait ces investissements. Et effectivement, on a le choix du fait de l'histoire du groupe et de nos positions géographiques entre l'Europe, l'Amérique du Sud, c'est une particularité d'Engie. On est très fort au Brésil, qui est le 2e pays pour le groupe aujourd'hui en termes d'activité et qui est dans une dynamique de transformation très grande. Le Chili, toujours dans cette zone Amérique latine. Les États-Unis, on est le 4e développeur de renouvelables aux États-Unis, donc une position qui est forte. Et effectivement, on est face à cette question qui est un petit peu au cœur de nos débats. Où est-ce qu'il faut investir? Avant de venir à cette question-là, ces milliards, où est-ce que vous les trouvez? Alors, ces milliards, on les trouve, alors j'allais dire relativement facilement. On est un très grand utilisateur des outils de la finance verte. Je faisais un petit bilan pour notre échange d'aujourd'hui. Dans les 10 dernières années, on a levé 40 milliards d'euros de green bonds et autres instruments de même type. On a des sustainability linked credit line, on a du financement de projets labellisés verts. Donc, je allais dire qu'à peu près la moitié de ce montant
de montant d'investissement, on le trouve dans ces outils de la finance verte dont on est un très gros émetteur au niveau mondial. Et on a aujourd'hui un bilan qui nous permet sans difficulté, dès lors que nous avons de bons projets. Et alors ma vision d'industriel, c'est vraiment ça, c'est que pour être capable on peut aujourd'hui financer un projet. Ceci dit, nous, nos investisseurs equity, ceux qui nous prêtent de l'argent, ils attendent un retour. Et donc la qualité du business plan qu'on peut construire autour de ces projets de transition verte est bien sûr essentielle. Et c'est là où effectivement l'environnement qu'on rencontre, les conditions qu'on rencontre en Europe, aux États-Unis ou ailleurs peuvent être très différentes. Parce que pour investir, dès lors qu'on est dans une logique d'investissement privé, il faut bien sûr un retour. Et c'est ça qui est vraiment un point essentiel. Et pour redire quelque chose que vous avez tous entendu des centaines de fois depuis 1 an ou 2, l'IRA aux États-Unis fournit un cadre qui permet sur un certain nombre de projets de sécuriser des retours satisfaisants, alors qu'en Europe, on est encore à la recherche d'un instrument ou d'un outil qui ait cette puissance pour permettre de réaliser des investissements des investissements sur ce territoire. Donc beaucoup d'emprunts, j'imagine aussi. Vous avez parlé des cessions. Ça, c'était mettre le bilan en état de faire. Donc, on l'a fait. On est sorti dans de très bonnes conditions de nos activités de service. On a besoin, bien sûr, même si on n'a pas fait appel à eux, on n'a pas l'intention de le faire, mais on a besoin du soutien de nos actionnaires sur cette stratégie de transition énergétique très, très engagée. Et comme j'en ai quelques-uns autour de cette table aujourd'hui, je leur dis que leur soutien est vraiment essentiel dans cette stratégie qui fait d'Engie un leader de la transition énergétique. Et à nouveau, on mobilise aujourd'hui sans grande difficulté, à des conditions des coûts un peu plus élevés aujourd'hui qu'hier, mais on mobilise sans grande difficulté les marchés dettes dès lors qu'on a effectivement des projets avec des retours qui soient satisfaisants. Donc il faut beaucoup de milliards, il faut donc les emprunter. Stéphanie Pey, vous êtes directrice générale de Natixis, donc banque d'investissement, on pourrait dire au pluriel. Est-ce que vous pouvez fournir tous les milliards dont on a besoin ? Alors aujourd'hui, oui. Pas tout seul, bien évidemment. Quand je dis pas tout seul, c'est pas uniquement les banques, c'est tous les acteurs financiers, c'est-à-dire les asset managers, les assureurs, les institutions financières en général. Le marché, c'est donc un continuum d'ingénierie financière qui doit faire ça. Avec une petite réserve, c'est qu'aujourd'hui, oui, mais parce que, pardon d'être un peu direct et de le dire de manière très cash, mais parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de projets. Il n'y a peut-être pas assez de projets. Quand on est face à la multiplication des investissements en matière de solaire, en matière d'éolien, auxquels il faudra être confronté, on va passer dans une espèce d'effet d'échelle je suis pas en train de dire qu'on n'aura plus les moyens de le faire, mais en tout cas, il va y avoir une compétition beaucoup plus importante sur les projets effectivement qui sont rentables, parce que une institution financière, que ce soit une banque, un assureur, un asset manager, n'investit pas uniquement parce que c'est vert. Dans la notion de prêter, il y a une notion essentielle et consubstantielle qui est la notion de remboursement. Et donc, bien évidemment, il faut verdir nos bilans, il faut contribuer à tous ces projets, j'allais dire, de décarbonation de l'électricité, puisque finalement, c'est beaucoup ça dont on parle. Mais il faut s'assurer que, bien évidemment, il va y avoir les cash flows, j'allais dire, suffisants pour pouvoir se faire rembourser. Donc, oui, aujourd'hui, on peut le faire. Avec, vous l'avez dit, Jean-Pierre, une ingénierie financière autour, effectivement, de la finance verte, qui est très active, et qui permet vraiment de mobiliser des capitaux et d'accompagner les projets, avec cette réserve de l'intensification de ces investissements, une forme de compétition aussi, puisque là on parle de transition environnementale, mais il y a aussi dans ces besoins de développement d'énergie renouvelable tous les usages qui vont être fléchés vers la digitalisation des économies, le nombre de data centers qu'il y a à financer, qui eux-mêmes seront alimentés par de l'énergie verte, est absolument colossal. Donc voilà, on voit bien que là, on va être confronté à un effet d'accélération
pour lequel la réponse, y aura-t-il les moyens? Enfin, je pense qu'on les trouvera, mais on les trouvera en mobilisant toutes les capacités d'épargne. Effectivement, comment on flèche l'épargne privée vers ce genre d'infrastructure, en fait. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est très positif, c'est qu'on voit, notamment dans la clientèle aisée, un besoin de diversification qui va se flécher vers des infrastructures et notamment ce type d'infrastructure. Donc oui, on peut, il va falloir faire face à une accélération et là il y aura une vraie question, mais ça ne peut se faire qu'avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs financiers et bien évidemment alors je vais appeler ça des partenariats publics-privés, mais pas au sens technique, mais une capacité de mobilisation, de mobiliser le continuum des acteurs privés et des acteurs publics pour pouvoir trouver des solutions. Donc il faut penser à la transition, mais pas seulement à la transition. Donc il faut encore plus d'argent, hein, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça. Du numérique. Et vous dites que l'argent, il y en a même beaucoup. On va revenir peut-être un peu plus tard sur la dimension des projets. Mais comme vous avez évoqué toute la filière, on va voir deux autres acteurs de la filière maintenant. Avec vous d'abord Vincent Mortier. Donc vous êtes un gestionnaire d'actifs. Amundi est le leader européen de la gestion d'actifs avec plus de 2000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Question simple pour commencer. Là-dedans, vous avez investi combien dans la transition? Alors, en fait, nous, on gère pour compte de tiers. Hein, donc, on gère pour le compte de nos clients. Hein, ce sont des décisions qu'on prend. Donc, on va convaincre nos clients d'investir dans ces solutions qu'on leur propose. Donc, on doit évidemment proposer tout le spectre de solutions, les éduquer, leur expliquer, et notamment les convertir soit au net zéro. Et là, on a récemment réussi à convertir beaucoup de grands clients vers net zéro. On a 18% de encours qui sont gérés selon un framework net zéro, mais aussi des solutions via des fonds spécialisés qui permettent de fournir des financements. Et donc, on a un travail assez profond d'éducation, d'explication, de sélection aussi, parce que tous les projets ne se valent pas. Et à la fin, un green bond, c'est quand même avant tout un bond. Donc, il y a un risque de crédit attaché qu'il faut évaluer. Et donc c'est dans ce cadre-là que notre responsabilité est justement de couvrir tous ces besoins et d'avoir la boîte à outils. Et enfin également, la transition, évidemment, elle arrive via des entreprises qui sont engagées dedans. Donc en Europe, en France en particulier, on dirait la réceptivité est assez bonne. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Et donc l'engagement et le dialogue actionnarial avec les entreprises pour les inciter, les suivre et leur fixer des objectifs en tant qu'actionnaires est également très important. Et à ce jour, on a fait 1600 engagements concrets sur le climat avec des entreprises individuelles et avec un suivi. Alors, encore une fois, des entreprises comme Engie sont plus réceptives. D'autres, au fin fond des États-Unis ou de la Chine, peuvent être plus compliqué à convaincre, mais on doit le faire, et donc ça prend beaucoup d'énergie à nos équipes. Et alors combien vous avez investi en transition? Alors sur des actifs qui sont net zéro aujourd'hui, donc c'est 18% de nos actifs, donc c'est à peu près pas loin de 400 milliards d'euros. Parce que c'est 2000 milliards d'euros qu'on a. C'est vrai que l'euro-dollar est quand même pas loin de la parité, petit à petit, et donc on a à peu près 400 milliards en net zéro. Donc aligné net zéro et sur un total de 900 milliards d'euros qui sont gérés avec un angle responsable. Oui, c'est encore l'idée qu'il n'y a pas que la transition à financer, il y a aussi d'autres objectifs tout à fait essentiels à intégrer dans les projets. Éric Lombard, vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Donc là, avec vous, on est dans le public. C'est un acteur public du financement qui joue un rôle clé dans l'épargne. Qu'est-ce qui peut se faire à l'échelle de votre institution en France, mais aussi à l'échelon européen, puisque dans beaucoup de pays européens, il y a des institutions qui sont un peu vos cousines? Alors déjà, on va commencer par la France. Combien on a investi dans la transformation écologique depuis 4 ans? 80 milliards d'euros. La bonne nouvelle, c'est que par rapport aux chiffres macroéconomiques qui ont été donnés, si on fait l'hypothèse que dans les 5 ans qui viennent, il faut investir 300 milliards d'euros, le groupe de la Caisse a un plan par lequel on va s'engager pour 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que le groupe de la Caisse va faire
un tiers du programme, aux côtés naturellement de nos partenaires du privé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il faut le rappeler, l'épargne française, elle est très abondante. Vous savez qu'on gère l'épargne du livret A, du livret de développement durable. Ces encours que nous gérons, ça représente 410 milliards d'euros. Et sur ces 410 milliards d'euros, ce qui est disponible pour de nouveaux investissements en stock, c'est 200 milliards d'euros. Et ça, c'est sur le bilan des fonds d'épargne, donc ce que nous gérons. Et puis, il y a toutes les autres entités de la Caisse. Il y a le canal historique, si on peut dire, avec la Banque des Territoires, BPI France, Banque Postale, SFIL, CNP. Donc ça, c'est une contribution importante qui va être en gros 20 milliards d'euros en equities. On reviendra sans doute sur la question de la part action et le reste en dette. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension européenne dans laquelle nous sommes très engagés et avec différents cercles qui s'emboîtent. Il y a la Banque européenne d'investissement qui est quelque part, si on va vite, l'équivalent européen d'une banque publique d'investissement avec laquelle on travaille évidemment de façon très proximale. Et d'ailleurs, la Banque européenne d'investissement investit beaucoup en France. Ça ne se voit pas assez, d'ailleurs on essaye de mieux le montrer. Nous sommes d'ailleurs un de leurs canaux de distribution. Et la Banque européenne investit, alors c'est vrai qu'avec une prise de risque qui est un peu moindre que ce que nous faisons nous, mais enfin ça permet de faire porter l'argent européen vers nos territoires. Et puis nous avons ensuite une coordination étroite dans ce qu'on appelle le 5+1, c'est-à-dire c'est la Banque européenne d'investissement et les 5 grandes caisses européennes. La Caisse des dépôts, qui est aujourd'hui, depuis le rapprochement avec la Poste, la plus importante, la KfW allemande, nos amis de BGK en Pologne, la Cassa italienne bien sûr, et ICO en Espagne. Et ça représente une masse de manœuvres évidemment très considérable et que nous coordonnons avec y compris quelques fonds communs que nous gérons ensemble. Et puis il y a une dimension à l'échelle des 27 avec les 36 membres de l'association des investisseurs de long terme. Donc tout ça s'emboîte. Et alors si on veut élargir un peu en quelques secondes, il y a une initiative qu'on a lancée avec l'Agence française de développement il y a 3 ans qui s'appelle Finance in Common et qui regroupe plus de 400 banques de développement dans le monde. D'ailleurs, dans la fragmentation du monde actuel, c'est intéressant, c'est un des rares forums globaux qui fonctionne et où, en gros, tout le monde se parle. Voilà, parfois on met des gants, mais tout le monde est présent. Alors, dernier point pour pas être trop long, il y a une autre série d'acteurs qu'il ne faut pas oublier dans la transformation écologique, c'est les collectivités locales et les collectivités territoriales. Parce qu'en réalité, le gouverneur l'a dit, nous le savons tous, l'État, la sphère sociale dans notre pays est surendettée et doit réduire sa dette. Mais il y a des marges de manœuvre dans les collectivités territoriales. Certaines d'entre elles ont vraiment une capacité d'investissement et d'engagement. Et certaines collectivités locales se sont engagées très directement. Le département de la Vienne est un des grands acteurs de la transformation écologique, par exemple, en ayant des centrales hydrauliques, des champs de panneaux solaires. On peut citer des dizaines d'exemples. Et cette capacité d'endettement va permettre d'accélérer, si elle est bien organisée, notre parcours vers une économie décarbonée. Alors, on voit qu'il y a tout de même beaucoup d'argent. Je vais peut-être inverser un petit peu le débat en me demandant est-ce qu'on va arriver à dépenser ça efficacement? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, mais il faut pouvoir le dépenser vite et bien, parce que si on dépense vite et pas bien, c'est néfaste. On entend chez certains grands énergéticiens des remarques comme quoi ça serait pas si facile d'arriver à dépenser vite et bien dans la transition. Jean-Pierre, vous, comment ça se passe? Je confirme, c'est pas si facile. Nous, on se heurte à une série de défis à relever. Le premier d'entre eux, particulièrement présent en France, mais pas que, c'est le permitting, c'est obtenir les autorisations pour réaliser nos projets. L'exemple célèbre, c'est celui de l'éolien en mer. Engie s'est vu confier la réalisation de 2 parcs éoliens en 2014. Nous avons démarré les travaux l'an dernier, on va les finir à la fin de cette année, donc rétrospectivement, c'est 8 ans, je dis bien, de débats publics, dossiers d'autorisation, contentieux devant tout un tas de juridictions et 2 ans de travaux pour réaliser un projet de cette nature. Sur d'autres types de renouvelables, les difficultés sont elles aussi importantes. On a le projet de réaliser la plus grande ferme solaire d'Europe dans les Landes. C'est un projet qu'on a vraiment beaucoup
qui avance lentement, je vais plutôt le dire de cette manière un peu plus positive, vers la phase de permitting, mais vraiment complexe. Donc première difficulté. Deuxième difficulté, la supply chain, l'accès aux équipements, aux produits qui sont nécessaires pour réaliser ces projets, panneaux solaires, éoliennes, et tout un tas d'autres équipements. On vit depuis la crise ukrainienne, et c'est pas simplement lié d'ailleurs à ce qui s'est passé au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais on vit dans un contexte dans lequel sécuriser ces équipements est complexe. Bien évidemment, quand on prend l'engagement de réaliser un projet dans certaines conditions, par exemple en France, dans le cas des appels d'offres sur le renouvelable, il faut en même temps qu'on obtienne un engagement de nos fournisseurs de nous livrer des équipements dans certaines conditions. L'inflation arrivant, les difficultés d'approvisionnement sur des composants clés, tout ça complique beaucoup cet accès. Donc effectivement, réaliser les projets, c'est complexe. Et puis on a bien sûr le point que j'évoquais tout à l'heure, qui était repris par certains, sur le fait qu'il faut qu'on soit capable de construire un business plan qui nous permette de garantir les retours qui sont attendus. Et là aussi, un certain nombre de difficultés. Je vais prendre un exemple qui est cher à mon cœur, qui est l'hydrogène. Je suis un de ceux qui croient que l'hydrogène peut être un game changer dans le système énergétique européen. Engie avait pris comme engagement de réaliser, donné plutôt comme indication qu'il réaliserait 4 gigawatts de capacité d'électrolyse d'ici à 2030. On a annoncé il y a quelques mois qu'on reportait cet objectif de 5 ans en 2035. On a des difficultés de supply chain dans l'hydrogène, pas encore des difficultés de permitting, mais la difficulté essentielle, c'est de construire un business plan qui nous permette de réaliser une installation de production d'hydrogène avec des retours qui sont en ligne avec les attentes de nos actionnaires et celles de nos financeurs. Donc on a effectivement, même si le groupe l'an dernier a connecté 4 gigawatts de capacité de renouvelables nouvelles dans le monde, donc on réalise des projets, mais c'est vrai que l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à identifier et à commencer à prendre des décisions d'investissement pour un nombre plus important de projets. Donc c'est vraiment la bataille n'est pas tant au niveau du financement, l'équipe financière d'Engie est capable de lever les fonds qui sont nécessaires, c'est vraiment les équipes de développement sur le terrain qui se battent chaque jour pour faire avancer nos projets. Donc vous avez évoqué le permitting, vous avez évoqué l'équipement et la supply chain, vous avez évoqué aussi la maturation des technologies qui reste à faire, c'est le cas de l'hydrogène. Il y a aussi un autre point, je trouve, pour les investisseurs, c'est que on est dans des échelles qui sont différentes de ceux dont on avait l'habitude auparavant. Un gros gisement pétrolier, c'est 10 milliards d'euros, de dollars d'investissement. Là, il faut passer à 100 fois 100 projets de 100 millions. Et donc, c'est une échelle qui est tout à fait différente. Peut-être, Eric, comment les banques publiques peuvent aider à identifier des projets à une granularité qui est beaucoup plus fine qu'avant? Alors, avant d'arriver à la granularité plus fine, il y a un autre enjeu devant nous, c'est la question des infrastructures. Parce que l'hydrogène dont parle Jean-Pierre demande de l'électricité verte et ça demande des réseaux. On est coactionnaire avec EDF de RTE, qui est le réseau grossiste en France. Pour adapter le réseau au maillage que va demander la transformation écologique, c'est des dizaines de milliards d'euros d'investissement. On va les trouver, on l'a dit, on trouvera les fonds. Après, il y a les délais, et puis il y a l'approvisionnement en matériel pour faire cela. Autre réseau qui est sous tension, les réseaux d'eau. Et là, on a la question, non pas de montant d'investissement. Nice a inauguré récemment une usine d'épuration d'eau qu'on finance à hauteur de 600 millions d'euros. Donc, vous voyez, pour la ville de Nice, 600 millions d'euros pour une station. Donc, les fonds sont là, mais il faut qu'il y ait les projets. Et le problème de l'eau, c'est la gouvernance de l'eau. Entre les agences de l'eau, les collectivités locales, enfin je rentre pas là-dedans, mais enfin il y a sans doute des progrès à faire, et puis aussi trouver les projets. Alors le maillage précisément, il est assuré d'abord parce que les régions qui ont la compétence économique sont très attentives à accompagner les entrepreneurs régionaux. Et quand vous allez dans les métropoles régionales ou même dans les villes moyennes, il y a des tissus d'entrepreneurs qui sont accompagnés au plan politique par les régions et puis par les élus locaux. Et puis avec le maillage des banques, les banques françaises ont un maillage très, très fin. Puis naturellement, la Caisse des dépôts au travers de la Banque des territoires. Donc les projets locaux trouvent à se financer. On revient à ce qu'on dit les uns les autres. Au total, on manque de projets au plan national et au plan local, parce que aussi on manque un peu d'entrepreneurs, parce qu'en réalité, c'est quoi un projet? C'est un entrepreneur.
Et si on compare ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ce qui se passe en Europe et en France, eh bien, il faut inciter les jeunes à devenir entrepreneurs, à porter des projets, et après, les financements, on les mettra à leur disposition, que ce soit un entrepreneur dans une région ou dans une métropole ou en Île-de-France. Vincent, de votre côté, vous avez une initiative avec l'un de vos partenaires pour essayer d'identifier les projets à l'échelle locale. Alors, en effet, on a lancé un fonds avec 4 caisses régionales de Crédit Agricole pour aller chercher avec la pince à épiler, si je puis dire, tous les micro-projets. Et là, on parle vraiment de micro-projets pour trouver les clients du groupe Crédit Agricole qui en fait, sans y penser ou sans avoir les compétences techniques, n'avaient pas envisagé de projet de la transition. Et donc, l'expertise à la fois de la banque et l'apport de financement de notre côté permet en fait de donner vie à des projets qui, sinon, n'auraient pas pu trouver un débouché. Et donc, de susciter une demande, en quelque sorte, solvable et rentable. Donc, ça peut être une autosuffisance énergétique renouvelable pour des industriels, et on peut aller jusqu'au TPE. Et donc là, on a... J'étais très surpris par le facteur démultipliant de ce genre d'initiative, et qui permet de trouver des projets qui, sinon, n'auraient pas émergé. Et donc c'est à la fois bon pour nos clients, bon pour la banque, mais aussi bon pour la thématique de la transition. Donc c'est ce genre d'initiative qu'il faut, à mon avis, pousser en complément des autres à plus grande échelle. Mais ça prend du temps, ça prend de la ressource pour pouvoir... Donc on espère l'étendre aux 37 caisses du Crédit Agricole. Mais voilà, c'est ce genre d'initiative qui, à mon avis, est porteuse pour créer des projets à la fois actionnable et rentable. Donc on voit bien qu'il faut vraiment travailler autrement, hein. Il n'y a pas seulement dépenser plus, aussi dépenser autrement, et ça nécessite effectivement des nouveaux outils. Mais ça ne suffit pas. Pour vous, Stéphanie, il faut aussi qu'on soit vraiment d'accord sur ce qu'on veut faire. Et alors, on a commencé à parler de la taxonomie. On sait bien qu'on a des réglementations européennes qui vont inciter à avoir des bases communes de discussion avec la directive CSRD. Mais pour vous, il y a vraiment là un vrai point sur lequel il faut travailler. Oui, alors effectivement, la CSRD qui est vécue notamment par beaucoup de moyennes entreprises comme un cauchemar absolu, et objectivement, c'est un travail de classification, de recensement des données qui est colossal. Mais par contre, ça va permettre, une fois qu'on aura posé cette infrastructure de données, ça va nous permettre une capacité de détection, d'identification, de comparabilité des projets aussi, parce que finalement, si on veut bien flécher nos investissements ou nos financements, il faut qu'on soit capable d'avoir une forme de comparabilité, de benchmark des projets. Ça, c'est un point qui est très important. Le deuxième point qui me paraît important de souligner, c'est que, en fait, toute cette transformation nous amène à repenser la façon dont on a pensé le tissu industriel et d'infrastructure. Ça a été très bien dit, notamment sur les réseaux électriques. Réseau électrique, voilà, vous avez une centrale, elle est nucléaire, hydraulique en France ou peu importe, et puis après vous avez des gros pylônes, et puis vous transportez, puis vous distribuez l'énergie. Dans la nouvelle, économie énergétique et électrique française, européenne, partout dans le monde, ce sont des réseaux qui sont très décentralisés. Et c'est pour ça que faire appel à l'identification, le groupe BPCE, la même organisation que le Crédit Agricole, donc a aussi cette capacité de sourcing, cette capacité des collectivités territoriales à mobiliser de l'argent, à identifier les projets. Ce qui, par ailleurs, parce que c'est un sujet alors qui dépasse peut-être un peu le cadre, mais qui est très très important, en fait tout ça, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où vous avez une acceptabilité sociale. Acceptabilité sociale sur le plan financier, qu'est-ce que ça va me coûter d'avoir de l'énergie verte plutôt que d'avoir de l'énergie brune, et ça veut dire quoi d'avoir mon champ d'éoliennes en face de ma fenêtre dans la mer, ou de réactiver des mines, parce qu'il y a aussi le sourcing amont, c'est-à-dire les métaux critiques et la revitalisation de l'industrie minière, qui est quelque chose qui est un pan économique absolument colossal. Donc ça, c'est vraiment, il faut qu'on arrive à transformer notre schéma de pensée. Je lisais un article ce matin sur le fait qu'on avait progressivement passé du courant alternatif au courant continu, qui est une révolution, là aussi, technologique et industrielle absolue. Voilà. Et la dernière chose qui me paraît extrêmement importante, et qui est complexe, qui est très compliquée, c'est que
il n'y a pas la technologie du grand soir. C'est-à-dire que je crois aussi que l'hydrogène, sur un certain nombre de procédés, notamment la production de l'acier, etc., c'est quelque chose qui va être extrêmement, qui va être révolutionnaire, mais qui va aider. Mais c'est pas le tout hydrogène. Enfin, avant qu'on fasse un Paris-New York avec un avion à hydrogène, il va quand même se passer 10 minutes. Et je ne parle même pas de la capacité de production. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver pour les différents usages quelle est la bonne transition, la bonne nouvelle technologie qui va permettre d'aller là-dessus. Et après, la dernière chose, c'est que toutes ces technologies sont bien évidemment absolument pas matures. Je ne pense pas qu'il faille les opposer, il faut les complémenter. Et enfin, sur la disponibilité des projets et le time to market, j'allais dire des dispositifs qu'on met en face, là aussi, juste un exemple, mais là c'est un exemple de financeur vécu, entre la publication de l'IRA et le premier projet que nous avons financé lié à l'IRA. Donc nous sommes une banque française, certes très bien installée sur les infrastructures aux États-Unis, mais quand même on n'est pas au sourcing immédiat. 14 jours. Voilà. C'est-à-dire que mais pour une bonne raison, c'est que effectivement il y a une réalité économique que ces projets sont viables. Et d'ailleurs, dans les questions qu'on s'est beaucoup posées au cours des derniers mois et qu'on se pose encore autour de que se passe-t-il si Trump est élu en termes justement d'impact sur l'IRA? Alors déjà, il y a une cartographie qui est amusante, c'est que finalement, les carbon capture notamment, et c'est normal, c'est logique quand on y réfléchit, ils sont tous dans des États conservateurs qui sont très pétroliers et qui voteront à peu près tous Trump. Mais en fait, IRA, pas IRA, les projets, ils ont une réalité économique, une viabilité économique. Et donc finalement, je dirais, alors l'IRA est un coup de pouce qui permet d'accélérer, mais l'IRA est un mécanisme qui se plug sur une réalité économique qui est finançable, et c'est pour ça qu'on arrive à financer ces projets, c'est parce qu'ils sont autoportants finalement, sans avoir ces besoins-là. Donc il y a vraiment des champs, j'allais dire, il faut vraiment, il y a une granularité dans la réflexion et dans la façon de penser les infrastructures, les nouvelles technologies, les nouveaux process industriels de demain, qui demandent énormément de compétences et, encore une fois, on ne peut travailler qu'en chaîne de valeur. Alors on a parlé du niveau local, mais presque micro, hein, avec les TPE, mais on sait bien que pour avancer dans la transition, il ne suffit pas d'agir au niveau local, ni même au niveau national, ni même au niveau européen, mais aussi à l'échelle mondiale. Vous avez été plusieurs à mentionner des projets hors d'Europe d'ailleurs. Agnès, comment est-ce qu'on fait cette articulation entre Europe et monde sur le financement de la transition ? Alors, si on repart des besoins de financement, et en particulier un ordre de grandeur de besoins de financement public, on est à peu près 1% du PIB, et c'est le budget européen actuel. Donc, ça veut dire, hein, si on voulait financer ça au niveau européen, c'est doubler le budget. Alors, je pense que, bon, ça fait sens, hein, puisque c'est un Fit for 55 est un projet européen avec de fortes externalités entre les pays. On a parlé des réseaux électriques, etc. Ça fait absolument sens d'avoir un financement européen. Néanmoins, je voudrais quand même dire que quand on parle de capacité budgétaire européenne, c'est pas simplement s'endetter en commun, mais en face, il faut identifier la ressource fiscale qui va au moins servir la dette, si ce n'est la rembourser, au moins payer les intérêts. Or, aujourd'hui, on n'a pas complètement conclu sur quelles ressources fiscales on va utiliser pour rembourser déjà la dette Covid et le plan de relance Next Generation EU. Il y a des propositions de la Commission qui on le borde hors de grandeur, mais qui n'ont pas encore été validés. Donc on est encore sur ce schéma-là. Donc quand on parle d'en faire un nouveau, encore une fois, ça fait sens, mais il faut quand même identifier la ressource propre ou alors identifier la réallocation du budget européen qui va permettre de dégager ces besoins, cette capacité d'investissement. Voilà, c'est ce que je veux vous dire par rapport au niveau européen. Après, donc l'Europe a une capacité. Alors la France est en déficit extérieur, donc la France a un besoin de financement, mais l'Europe dans son ensemble a une capacité de financement
qui, comme on l'a vu, est pas tout à fait suffisante pour financer le besoin d'investissement, mais qui aujourd'hui finance des investissements dans d'autres pays, aux États-Unis, mais également dans d'autres pays. Donc la question qu'on peut poser aussi après, c'est si l'Europe se transforme en une terre d'investissement, c'est-à-dire qu'attire en net les capitaux étrangers pour financer son sol, c'est-à-dire que en fait, elle va cesser de fournir de l'épargne au reste du monde et elle va plutôt absorber de l'épargne, comme les États-Unis sont un gros absorbeur d'épargne mondiale. Et du coup, la question se pose, si tous les pays veulent faire la transition en même temps, ce qui est souhaitable, qui va financer cette transition, notamment dans les pays du Sud qui n'ont pas les capacités d'épargne. Et donc, voilà, cette question du bouclage mondial qui n'est pas encore totalement claire. Et on pourrait... Alors, il y a plein de scénarios possibles. Là, il y a un scénario où, en fait, l'épargne augmente. On peut avoir des comportements où les ménages, par exemple, consomment moins, investissent plus. À ce moment-là, ça se passe bien. Mais on a aussi des scénarios plutôt, donc comme on a dit tout à l'heure, avec une baisse du PIB. Donc finalement, au total, c'est des scénarios de FMI qui ont été publiés, où finalement il y a moins d'investissement. La transition, ça entraîne moins d'investissement en agrégé. C'est-à-dire que l'investissement supplémentaire dans le vert n'est pas suffisant pour compenser le recul de l'investissement dans les autres domaines. Donc on a plein de scénarios possibles, mais il y a un scénario où il y a plus d'investissement, plus de demandes, plus de pression sur l'épargne et les taux d'intérêt réels augmentent en réalité. Donc on sort de la phase qu'on connaît depuis plusieurs décennies de baisse des taux d'intérêt réels sur longue période. Qui accompagnait, il y a plein de causes, ralentissement de la productivité, la démographie, etc. Vincent, sur le financement de la transition, au-delà de l'Europe, vous avez une initiative aussi intéressante avec l'IFC, donc l'une des filiales du groupe Banque mondiale. En fait, les enjeux aujourd'hui de la transition, si on dépasse l'Europe, c'est quand même les États-Unis d'une part et les marchés émergents d'autre part, en termes de quantum, de transition à réaliser. Donc je mets de côté les États-Unis, on en a parlé. Côté émergent, il faut avoir une approche de partenariat avec des institutions mondiales, avec des fonds souverains locaux également, dans une approche constructive et non pas colonialiste, si je puis dire, parce que c'est un reproche qu'on a souvent dans ces pays-là que je peux entendre. Et donc on a monté un partenariat avec l'IFC, donc la Banque mondiale, pour identifier des projets très concrets à financer avec des green bonds et qui sont en fait identifiés par les banques centrales, en particulier de chaque pays émergent. Donc on a formé 1000 personnels dans les banques centrales des pays émergents pour identifier les projets. Et on a déployé à ce stade 1,3 milliard de dollars de financement en partenariat avec l'IFC. Et c'est ce genre de partenariat qui est assez efficace, puisqu'en fait... ça reste une réalité locale en partenariat avec, donc c'est pas l'asset manager européen qui va dire ce qu'il faut faire à l'Inde, à la Chine, etc. Mais là, on a bien ce pont entre les besoins de trouver des débouchés d'investissement rentables et qui fassent du sens, et l'identification et l'acceptabilité par ces pays et ces partenaires de la démarche. Et en fait, l'épargne dans ces pays-là, elle est en croissance forte. Donc il y a un bassin qui aujourd'hui est essentiellement investi dans des dépôts bancaires. Donc ça va arriver à les sortir des dépôts bancaires et effectivement aussi aux États-Unis. Donc l'enjeu, c'est aussi d'arriver à les convaincre d'investir davantage dans leur propre économie, dans des projets de cette nature-là, et d'arrêter d'avoir une approche extrêmement conservatrice en termes d'épargne. Donc là, à nouveau, on voit qu'il y a de l'argent, mais qu'il faut savoir l'orienter vers les bons endroits. Jean-Pierre. Oui, moi je voulais réagir sur effectivement, quand on regarde hors d'Europe et hors des États-Unis, alors deux commentaires très différents. L'un sur la Chine. Il faut vraiment réaliser que la Chine s'est engagée dans un programme massif de verdissement de son économie. On parle tous des quelques centrales à charbon que celle-ci va mettre en service dans les prochaines années. C'est qu'ils ont fait le choix d'utiliser le charbon plutôt que le gaz comme backup des renouvelables. Mais l'investissement que fait la Chine en matière de production d'électricité renouvelable est impressionnant. La moitié des capacités de production d'électricité renouvelable qui ont été connectées au réseau en 2023 l'ont été en Chine.
Donc la Chine va devenir une puissance industrielle décarbonés. Ils sont un peu en marge de l'accord de Paris, ils ont du mal à ils n'ont pas envie de se laisser contraindre par des accords internationaux, mais ils avancent très vite. Et du coup, par rapport à ce que je disais sur la supply chain, c'est vrai qu'ils ont créé une industrie très compétitive de production des équipements qui sont nécessaires pour cette transition, panneaux solaires et éoliens. Et quand on visite une usine de panneaux solaires en Chine, on est vraiment impressionné. C'est pas de la main-d'œuvre low cost qui est en train de monter des panneaux. C'est des usines super automatisées, très efficaces, des produits de qualité, un marché intérieur qui représente près de la moitié de la production. Donc c'est vraiment un formidable instrument. Et deuxième commentaire, en allant vers une autre partie du monde, ce qui permet de financer, en tout cas ce qui permet d'avoir des capitaux privés qui viennent financer des projets de transition énergétique dans certains pays du Sud, c'est la qualité de la gouvernance et de la régulation. C'est vraiment ça. Je citais, il y a 2 pays dans lesquels on est très présent en Amérique du Sud, le Brésil et le Chili. La qualité de la régulation nous permet de nous y développer et nous voyons, le Chili peut-être un très bon exemple, c'est un pays un peu béni des dieux, il avait beaucoup de charbon dans la phase industrielle, il a beaucoup de soleil et de vent, il est en train de réaliser une transition énergétique très rapide, fermant les centrales à charbon et développant des productions de renouvelables éoliens et solaires, en utilisant efficacement le marché et avec une régulation de grande qualité. Brésil, nous avons 10 gigawatts de production aujourd'hui, complètement décarbonée. Là aussi, malgré les vicissitudes politiques du pays au fil de ces dernières années, la régulation qui était de très bonne qualité est là, traversée ces périodes sans être entachée de bricolage qui nous aurait inquiétés. C'est ça qui nous permet d'investir. Pour finir, je voudrais que vous nous disiez chacun ce que vous estimez utile pour avancer plus vite. On a bien vu qu'il fallait à la fois orienter l'argent, parce qu'il y en a beaucoup, mais il faut l'orienter au bon endroit, et puis ensuite parvenir à le dépenser efficacement et utilement pour la transition. Et je vais peut-être commencer par vous, Eric, sur cette question. Oui, on a dit qu'il y avait de quoi financer les projets, qu'il y avait des projets, même si on n'avait pas assez, c'était long à sortir. En fait, on n'a pas encore parlé, à part le gouverneur d'ailleurs tout à l'heure, de ce qui est pour moi le cœur du problème, c'est l'insuffisance de nos investissements en action. Alors, on va dire que tout est lié, qu'il n'y a pas assez d'investissements en action parce qu'il n'y a pas assez d'innovation, parce que les universités, etc. Mais malgré tout, sur l'investissement en action, le gouverneur a rappelé que l'intensité en action de l'économie européenne était moitié moindre que celle des États-Unis. On peut rappeler que 20% de l'épargne des Européens est investie en produits de taux hors d'Europe. C'est-à-dire qu'on a 6 000 milliards d'euros d'épargne européenne investis en bonds américains ou ailleurs. Franchement, si déjà 10% de ce montant a été investi en equities en Europe, on se porterait mieux. C'est tout l'enjeu en réalité du Capital Market Union dont on parle, dont sans doute Enrico Letta va parler tout à l'heure, pour que l'investissement action s'accélère. Alors certes, on a dit on manque un peu de projets, on manque un peu d'entrepreneurs, mais quand on a des projets, qu'est-ce que c'est compliqué de les faire rester, y compris malgré le travail que je salue de Paris Europlace et le rôle central de Paris dans le développement des marchés de capitaux. On a eu jusqu'à il y a 6 mois beaucoup de difficultés sur les introductions en bourse. Alors là, les 2 dernières introductions en bourse ont été des réussites. Celle des Croissances la semaine dernière a été une grande réussite et j'espère que ça va se poursuivre. Mais pour que on ait des levées de capitaux en Europe, que les entreprises restent en Europe, il faut que les marchés actions soient là, que Euronext évidemment continue à se développer. Je sais que Stéphane Boujna y travaille, mais surtout que l'épargne aille vers les actions. Et là, on a une bataille culturelle, parce qu'on sait que, notamment en France, les Français n'aiment pas le risque, et une bataille culturelle aussi chez tous les acteurs financiers. J'ai entendu aussi le gouverneur dire BAL 3, mais pas plus. La Caisse des dépôts porte 120 milliards d'euros d'investissement en actions. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas une banque et on a un profil de risque un peu différent, mais c'est clair que ce soit pour les investisseurs, pour les émetteurs, pour la place, cette question de la culture action de notre économie est, je pense, un des principaux déterminants qui va jouer un rôle absolument décisif dans le poids de l'Europe dans les années qui viennent. Stéphanie, très vite, donc monter en equity, monter dans les actions, vous, qu'est-ce qui permettrait d'aller plus vite ?
Moi, je crois beaucoup à la nécessité d'augmenter la culture générale de tout le monde sur ces sujets. C'est des sujets qui sont très complexes. Il faut sortir des réflexions tarte à la crème sur le sujet de la transition. Donc ça veut dire il faut des mélanges de cultures. Nous on a recruté énormément d'ingénieurs. Alors ce sont des banquiers, mais c'est d'abord et avant tout des ingénieurs et des ingénieurs très pointus dans leur capacité à analyser les business plans qui nous sont présentés. Mais au-delà des acteurs qui sont directement impliqués dans le financement, si on veut, flécher l'épargne, élémentaire, la nôtre, il faut savoir dans quoi on va investir et donc il faut qu'il y ait une forme de culture générale de ces éléments de la transition, de ces technologies, on n'a pas besoin d'être un ingénieur d'avoir fait 10 ans d'études pour le comprendre. Il faut le vulgariser, mais pour moi c'est fondamental. On va aussi vers une économie de la connaissance qui est absolument nécessaire si on veut faire les bons choix. Donc culture action, culture technologique et financière. Jean-Pierre. Je vais poursuivre dans cette ligne-là en élargissant peut-être un petit peu. Il faut qu'on arrive à recréer, ou à créer d'ailleurs, parce qu'il a sans doute jamais existé, un consensus politique et social beaucoup plus fort autour de la nécessité de cette transition. Et ça passe effectivement par l'éducation. On a fait un petit sondage chez Engie avec la Fondation Jean Jaurès avant les élections européennes, où on a demandé dans 10 pays européens aux citoyens est-ce qu'ils soutenaient la transition énergétique, est-ce qu'ils voulaient la voir se poursuivre. 80% de réponses positives. Mais ensuite à la question comment et quel impact pour moi, là on sent beaucoup de doutes et d'interrogations et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse cet effort. Nous n'arriverons pas à rendre possible tous les projets qui sont nécessaires pour aller au bout de cette transition si nous ne créons pas une forme de consensus économique et social. Et pour rebondir sur le thème des ingénieurs qui est cher à mon cœur, puisque j'appartiens à cette profession, il m'arrive de me retrouver à parler devant des promotions sortantes d'écoles d'ingénieurs où j'entends des messages du genre moi je vais aller faire autre chose parce que vraiment le système industriel d'aujourd'hui ne m'offre pas des opportunités de carrière en ligne avec mes convictions et j'espère quelquefois que je réussis, à les convaincre que non, on a besoin d'eux. Les montants d'investissement qu'on a évoqués sont colossaux, c'est des projets industriels complexes, passionnants. Et il faut qu'on arrive à attirer les ressources humaines dont nous avons besoin pour mener à bien ces projets. Donc consensus politique et là à nouveau éducation, formation, culture d'ingénieur. Vincent. Pour compléter, je dirais qu'il faut absolument qu'on ait un cadre réglementaire plus simple et plus stable. Aujourd'hui, c'est un enfer à expliquer aux clients. Entre article 8, 9, communication centrale AMF, label ISR, ancienne nouvelle version, etc., c'est impossible, je dirais franchement. Et ça change tout le temps. Et il y a une concurrence aussi entre les États européens, donc entre les différents labels, la communauté est quand même très faible. Donc si on n'a pas un cadre à la fois plus simple, plus clair et surtout stable, ça va être compliqué de convaincre les clients que aller vers des solutions d'investissement dans la transition est porteur de valeur et pour se retrouver dans toute la forêt d'offres plus ou moins claires et plus ou moins sérieuses. Il faut vraiment que le régulateur y mette bon ordre. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on appelle de nos vœux. Et ça ne peut être qu'au niveau européen, finalement. Parce que si chaque pays européen sort sa propre régulation, ça va être un peu compliqué. Donc appel aux régulateurs. Agnès, pour terminer, j'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise. La bonne, c'est que tu échapperas à la question sur la nécessaire création monétaire pour financer la transition. Et la mauvaise, c'est que je vais même te demander, bien que toi tu sois dans une position de régulateur, d'institution indépendante, mais pour avancer, qu'est-ce qui te paraît, toi, essentiel pour aller plus vite dans le financement de la transition ? Alors d'abord, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, investissement en action, l'union des marchés de capitaux naturellement, la culture scientifique. Je dirais que c'est au-delà de la formation des ingénieurs, c'est la culture scientifique pour créer le fameux consensus politique. Il faut quand même une culture scientifique minimum pour comprendre de quoi on parle. Et le cadre réglementaire stable, enfin, je trouve que tout ça est très bien. Peut-être... je remettrai sur le dessus de la pile les incitations pour massifier l'investissement et donc une crédibilité d'un chemin
tarification carbone, probablement en combinaison avec des subventions et de l'investissement public, puisqu'on sait maintenant qu'il faut combiner les différents instruments pour réussir, mais on n'y arrivera pas sans ces instruments de prix. Hein. Vous avez tous parlé de la rentabilité, du retour sur investissement, enfin, c'est évident. Et c'est vrai aussi pour les ménages, ce n'est pas que les entreprises. Alors, que peut faire la Banque centrale? C'était ça la question. Voilà, très court. Donc, la Banque centrale accompagne, elle n'est pas, évidemment, n'a pas à sa main ces différents instruments. Je voulais juste mentionner que deux choses. D'abord, le taux d'intérêt réel, qui est celui qui compte pour le retour sur investissement, ne dépend pas à moyen terme du taux d'inflation. Par contre, il peut dépendre de l'instabilité de ce taux d'inflation, parce que ça crée du risque. Et donc, la contribution de la Banque centrale pour stabiliser les prix, hein, dans son mandat, en fait, c'est un apport dans cette phase de transition, un apport tout à fait substantiel. L'autre apport, évidemment, c'est dans l'autre partie du mandat qui est la stabilité financière. Donc, on en a parlé, hein, la Banque centrale, en tant que superviseur, alors ça dépend des pays, hein, c'est pas forcément la Banque centrale, eh bien, va essayer de circonscrire les risques pris par les intermédiaires financiers en termes de risques physiques et puis de risques de transition, puisque une partie des actifs qui sont dans les bilans vont perdre de leur valeur potentiellement de manière soudaine. Donc, c'est des choses qui justifient que les superviseurs soient dans le bateau pour accompagner cette transition. Après, bon, je peux dire ce que fait l'Eurosystème, mais je crois qu'on n'a plus le temps, donc voilà. Merci. La question qui nous était posée était: l'Europe aura-t-elle les moyens financiers de ses ambitions écologiques? Et la réponse que vous avez apportée chacun avec des voix différentes, c'est vraisemblablement, mais c'est d'autres moyens qui vont manquer avant que les moyens financiers manquent, ce qui pourra peut-être se passer un jour, mais d'abord, il y a beaucoup d'autres choses à traiter. Je pense que vous pouvez remercier le panel pour ses interventions.